Concernant le bilan économique de cette réforme, de cet avenant numéro 11, quelques points de précision. D'abord, cette réforme, elle a démarré le 1er janvier 2018. Et elle s'est faite en 3 étapes jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ceux qui font croire que la réforme a démarré en 2017 sont des menteurs. Parce que tout autour de l'année 2017 a été une réforme qui a été, bien sûr, sur l'ancien modèle économique, celui qui a été porté par la FSPF. Tenir ce genre de propos, parce que nous avons signé au mois de juillet 2017 et que l'arrêté précisant les différentes étapes de la réforme est sorti le 16 décembre 2017, comment faire croire aux pharmaciens que 2017, qui a été une année catastrophique, soit à mettre au crédit de la réforme de l'USPO. Voilà. Quand on est capable d'avoir ce type de mensonge, ce type de manipulation, c'est qu'on a des choses à cacher. Et que quand on n'est pas sincère avec les confrères, bien c'est qu'on ne mérite pas leur confiance. Donc la réforme, elle a bien démarré le 1er janvier 2018, et elle ne s'arrête pas en 2020, c'est-à-dire l'année 2021 bénéficie des paramètres de la réforme de l'année 2020, dont cette réforme continue et continue à avoir des effets bénéfiques pendant encore toute cette année. Ensuite, vous avez vu une polémique se déclencher sur les chiffres d'Alcuvia, avec des propos particulièrement violents prononcés par Philippe Bessé, en parlant de chiffres bidons. Alcuvia a dû apprécier, alors que c'est un organisme indépendant qui travaille avec les deux syndicats, qui travaille avec l'assurance maladie, qui travaille avec les pouvoirs publics pour échanger les données, notamment dans cette période de Covid, dans cette période où on a fait des tests antigéniques. Alcuvia est une référence dans le monde de la santé, et de traiter les chiffres d'Alcuvia de bidon, une accusation gravissime. Donc voilà les chiffres d'Alcuvia qui comparent tout simplement sur la ligne qui est en bleu la marge des pharmaciens grâce à la nouvelle réforme, et qui le comparent par rapport à la ligne qui est en pointillé en marron si il n'y avait pas eu de réforme. Et donc vous voyez que sur l'année 2018, ça fait un écart de 103 millions au bénéfice de toutes les pharmacies. En 2019, 326 millions. Et en 2020, 509 millions d'écart entre l'ancien, si nous n'avions rien fait, avec cette ancienne réforme du 1 euro à la boîte, portée par la FSPF, et la réforme de l'USPO, qui a été portée depuis 2018. C'est simplement un écart de marge. Alors, pourquoi la Fédé a attaqué ces chiffres en disant que les 938 millions de rémunérations préservées étaient bidons? Ils ont prétexté la présence dans ces calculs, en 2020, des masques qui ont été délivrés. Sauf que quand on fait un différentiel, eh bien, il n'y avait pas de différence sur les masques entre la marge de 2017 et la marge de 2019. Et alors, M. Bessier nous a rendu service. Parce que quand on regarde ce tableau, voilà, 509 millions, voilà, on voit que les unités qui sont en bas en histogramme sont passées de 2,4 milliards d'unités à 2,640 milliards. Et donc la différence sont juste les masques. Et donc nous, on avait, mais c'est Alcuvia qui a fait ce tableau, nous, ce n'est pas le tableau de l'USPO. Donc quand on regarde maintenant en enlevant les masques, eh bien, en enlevant les masques, on s'aperçoit que l'écart entre le comparatif entre la marge ancienne et la marge réalisée par l'USPO est exactement la même, c'est toujours 509 millions en 2020. Donc aucun impact sur la marge, c'est toujours 938 millions de préservés sur 3 ans. Par contre, merci M. Bessier de nous avoir rendu service, parce que ça permet de montrer que malgré la baisse des unités qui passe de 2,4 milliards à 2,3 milliards, eh bien la marge continue de progresser. Donc,
Au contraire, ça confirme que malgré une baisse d'activité en 2020 liée au nombre d'unités, notre système de marge, de rémunération, pardon, qui est moins calculé sur la marge, et plus calculé, et moins calculé sur les volumes, et plus sur l'acte de dispensation, nous a permis de nous protéger des baisses de volume. Donc merci Philippe Bessé d'avoir alerté sur ce point, sauf que son analyse est fausse. Les chiffres ne sont pas bidons, encore bien meilleurs que ce que l'on avait obtenu par rapport à la première représentation. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous, et envoyer tous les mois vos statistiques à Pharmastat, c'est de récupérer l'impact pour votre entreprise. Et donc, vous avez la possibilité, quand vous recevez le feedback, en cliquant sur cette petite maison qui est symbolisée à gauche, et après, vous avez 6 pavés, et il y en a un qui est le pavé avec un bouton rose, c'est simulation de l'impact de l'avenant 11 de la convention pharmaceutique sur votre entreprise. Donc, quand vous cliquez sur ces deux éléments, vous avez un tableau qui apparaît et qui est votre simulation. Alors, vous avez l'année 2018, l'année 2019, l'année 2020. Et vous avez sur votre activité qui est réelle, et pas du tout de la simulation, votre activité réelle, eh bien, le calcul de marge par rapport à la marge actuelle, celle qui existait en 2018, par rapport à l'ancienne marge qui est celle de la FSPF, vous avez ces trois comparatifs avec la différence sur la troisième colonne, année par année, 2018, 2019, 2020. Et là, maintenant, sur le feedback que vous avez, 2020 est entier. C'est plus, parce qu'à l'époque, vous êtes sur 10 mois. Là, vous l'avez sur les 12 mois. Et donc, complètement à la droite de l'écran, eh bien, vous avez le cumul de l'impact bénéfique ou pas de la réforme de l'USPO. Et vous allez voir si la réforme vous a amené 30 000 euros de marge, 40 000 euros de marge supplémentaires grâce à la signature de l'avenant de l'USPO. Voilà. C'est le meilleur moyen de vous faire une opinion et de ne pas écouter des propos outranciers qui disent que la réforme n'a pas marché, alors que IQVIA, Osfarm, tous les éditeurs de logiciels, tous les experts comptables disent heureusement que vous avez eu cette réforme. Alors pourquoi la fédération est dans cette impasse? Parce qu'ils ont fait un choix. En 2017, au moment où il fallait signer, on négocie. Au moment où il fallait signer, il fallait faire un choix. Prendre ses responsabilités ou se cacher. Le choix de l'USPO, c'est de tenir ses engagements. Nous vous avions promis un accord conventionnel sur 3 ans pour réformer la marge. Et conformément à ce que vous nous aviez dit dans les sondages, vous vouliez vous détacher des prix et des volumes. Et nous l'avons fait. Nous avons pris un engagement pour faire évoluer le métier. Nous avons pris un engagement pour que pour cette réforme, aucun pharmacien ne soit perdant. Et donc, on a une clause de sauvegarde qui a rattrapé l'année dernière à peu près 100 pharmaciens sur les 21 600 ou 700 pharmaciens, mais en négatif à cause de cette réforme et qui ont été ramenés à l'euro près pour ne pas qu'ils perdent d'argent. Donc, tous les engagements ont été tenus. Et ça, c'est exceptionnel. Et quand on regarde la répartition de l'évolution sur toutes les typologies de pharmacie, on voit bien sûr qu'il n'y a pas des gagnants et des perdants. On n'a pas fait un jeu de phase communicant. Et c'était tout le travail qu'on a fait justement avec IQVIA, poser les paramètres à l'ordonnance, personnes âgées, médicaments spécifiques, permettre à toutes les pharmacies de bénéficier de cette réforme. Et ça, ce n'était pas un exercice facile. Et heureusement qu'IQVIA nous a permis d'avoir ces simulations pour pouvoir proposer et confirmer avec l'assurance maladie cet accord. Et donc en 2017, le choix était simple. On signe ensemble, puisque ça correspondait à tout un travail qui avait été fait, ou on ne signe pas. Donc l'USPO n'avait aucune raison de ne pas signer, puisque l'accord était bon, il venait se confirmer avec des chiffres réalisés, et l'accord correspondait aux engagements qui étaient pris. La FSPF, elle, a dit on sait que l'accord est bon, mais on sait que quand un syndicat signe, en général, il perd les prochaines élections. En 2017, déjà, il pensait à 2021. Nous, en 2017, on pensait aux 3 ans à venir
pour l'économie de l'officine. Donc certains sont dans le calcul politique en disant nous on ne signera pas et on critiquera l'accord, ou l'autre qui signe eh bien, est exposé aux critiques et il y a une espèce de tradition imbécile dans le monde de la santé où le syndicat qui signe perd les prochaines élections. Eh bien nous, ça ne nous intéresse pas ce genre de dogme, parce que c'est comme ça qu'on ne fait pas avancer une profession. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un accord favorable et après on est jugé sur la qualité de cet accord. Donc, le syndicat le critique aujourd'hui, mais il est coincé parce que les chiffres sont bons et sont même très très bons. Et donc, il est acculé dans une impasse où il est obligé d'exagérer, d'être dans l'outrance, d'insulter des statisticiens pour essayer d'expliquer pourquoi il n'a pas signé. Je souhaite bon courage dans cette voie. En tout cas, cette voie n'intéresse pas les pharmaciens. C'est pas ça qui fait avancer l'économie de l'officine. On n'est pas dans la tactique électorale. On est aujourd'hui pour défendre une profession et faire progresser les métiers, à la fois sur le plan économique et sur le plan des compétences. L'engagement que prend l'USPO. Nous, on tient nos promesses, on ne fait pas de calcul politique. L'objectif, ce n'est pas de gagner des élections. L'objectif, c'est de faire avancer la profession. Voilà. On a deux conceptions différentes. Nous, les webinaires, on le fait depuis le mois de mars l'année dernière. D'autres le font juste pour aller récupérer des voix depuis un mois. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une différence de conception. Voilà. Chacun sa méthode. En tout cas, pour nous, je trouve ça dommageable. Et je dirais que je trouve que l'autre syndicat est très agressif contre l'USPO, très très agressif. Ses propos sont complètement démesurés. Et je préférerais que de temps en temps, il aille répondre au syndicat des biologistes ou au syndicat des médecins qui font des communiqués de presse et qui insultent notre profession. Et là, on le voit complètement muet. Par contre, pour attaquer l'USPO, là, il n'en rate pas une. Ce n'est pas comme ça qu'on met de l'unité dans la profession. Et je trouve vraiment cette attitude totalement déplacée. Savoir dire la vérité aux pharmaciens. Oui, la réforme marche, mais c'est tant mieux pour les pharmaciens, c'est tant mieux pour l'économie de l'officine, et c'est tant mieux pour l'avenir de la profession. Et alors, l'histoire du CICE, mais quelle pantalonnade! Quelle pantalonnade! Le CICE, ça a permis à la FSPF de masquer une perte de 100 millions supplémentaires pendant les années 2015, 2016 et 2017. Alors là, il trouvait très bien que le CICE soit présent. Ça masquait les pertes de rémunération des pharmaciens. Et là, maintenant, il enlève, alors que le CICE s'est transformé en baisse de charge. Donc, où on enlève le CICE pour avoir des éléments qui sont comparables, on continue de traficoter les chiffres. Quand ça arrange, on garde le CICE, quand ça n'arrange pas, on enlève, on abaisse l'équivalent. Voilà. Tout ça, c'est du tripatouillage qui n'est pas au niveau des enjeux, surtout dans une crise vraiment sanitaire telle qu'on est, et une crise économique qu'on a heureusement évitée grâce à cette réforme. Mais voilà, il va falloir continuer à faire progresser notre rémunération, progresser notre métier. On rendra ce métier attractif et on permettra aux pharmaciens de continuer à investir dans leur entreprise et d'être confiants dans l'avenir. Et ce n'est pas en critiquant ce qu'a fait l'autre qu'on fait avancer les débats. Est-ce qu'il y a des questions sur l'économie, Bénédicte? On ne peut pas voir les chiffres de notre officine si on est inscrit depuis moins d'un an. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que enfin, si on a l'année 2020, comme Alcuvia compare votre résultat de l'année 2020 avec la marge de 2020 et de sans réforme, donc il prend les paramètres de votre activité et il les calcule avec les anciens paramètres. Vous n'aurez que l'année 2020 en comparatif, sans aucun problème. On peut avoir 2019 et 2018. Là, ce sont des extrapolations qui n'auraient aucun sens. Alors après, c'est assez technique, mais je ne comprends pas pourquoi IQVIA me demande des codes que je n'ai pas. Ça, je pense qu'il faut se rapprocher d'eux directement, leur envoyer un mail. Ouais, oui, parce que ça, je pense qu'ils ont changé un système avec des mots de passe, etc. Donc là, il faut, voilà, ou envoyer un mail à Alcuvia ou nous le signaler, hein, parce que comme ça, on pourra intervenir si vous n'y arrivez pas.
ça permettra d'aller un petit peu plus vite, ou voilà, vous les appelez, ils ont une plateforme téléphonique pour répondre aux femmes. Pouvez-vous expliquer l'avenant 19? L'avenant 19. Alors, l'avenant 19, on s'est retrouvé confronté l'année 2000, je ne dis pas de bêtises, en fait, à des résultats qui allaient au-delà, et on le voit bien, qui allaient au-delà de l'engagement qui était limité à 300 millions avec, l'assurance maladie. Et donc, on était sous la menace de la part des pouvoirs publics, et notamment de Bercy, d'une modification arbitraire pour amener la rémunération des pharmaciens à l'engagement qui avait été pris sur l'accord pour les 3 ans. Donc la menace était sérieuse, c'était pendant l'été, et donc nous, on a essayé de contrer, mais les chiffres sont têtus. Et là, vous ne pouvez pas dire que les chiffres sont bidons. Vous avez en face à la fois IQVIA, les chiffres du ministère, les chiffres de remboursement de l'assurance maladie, on dit bien que l'accord était plus favorable que ce qui était prévu. Donc ce qu'il fallait, c'était d'abord respecter la vie conventionnelle. Et donc c'était de trouver un accord par la voie conventionnelle et pas par un arbitrage des pouvoirs publics qui allait casser la marge. Ça peut être une réduction du 1 euro à la boîte, une réduction de la marge commerciale, puisque c'était les seuls éléments qui pouvaient être modifiés très rapidement. Ça était quelque chose d'extrêmement dangereux et que nous ne pouvions pas laisser faire. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons permis de garder sur à peu près des 160 millions, 170 millions de plus, qui étaient 100 millions pour les pharmaciens qu'on a validés. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Du côté du ministère de l'économie, pas ce qu'ils espéraient. Eux, ils espéraient récupérer les 180 millions et puis circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, il a fallu faire un geste, bien évidemment, et dans le geste que nous avons fait pour garder les 100 millions supplémentaires, et donc pas faire perdre de l'argent aux pharmaciens, qui avait été pris, de dire que l'honoraire pour ordonnance complexe n'était pas un honoraire d'avenir. Puisqu'on voit bien que quand on est sur la lutte contre la iatrogénie, la lutte sur le bon usage du médicament, c'est pas d'avoir 20 lignes de médicaments qui sécurisent le patient. On voit bien d'ailleurs que les médecins jeunes prescrivent beaucoup moins et qu'il y a beaucoup moins de lignes. Et que le déremboursement de l'homéopathie va réduire également le nombre d'ordonnances de 5 lignes et plus, dites complexes. Donc, on a choisi de passer de cet honoraire de 50 centimes à 30 centimes pour garder tout le potentiel de tous les autres honoraires qui ont fait progresser énormément. Et d'ailleurs, dans les statistiques de l'IQVIA, vous avez la part de chaque honoraire, personne âgée, médicaments spécifiques, ordonnances, médicaments complexes. Vous verrez que les médicaments complexes ne représentent pas grand-chose dans ce système, évidemment. Donc voilà, c'est un choix. Par contre, ce qu'on a fait également dans l'avenant 19, c'est introduire les interventions pharmaceutiques. C'est-à-dire, pour la première fois, on mettait l'intervention pharmaceutique dans la convention. Et donc, c'est le fameux, la dispensation adaptée. C'est-à-dire qu'un pharmacien qui fait le travail, discute avec le patient, réduit le nombre de médicaments qu'il délivre, parce que le patient n'en a pas besoin, eh bien, ce travail est mieux rémunéré, alors qu'avant, c'était une perte sèche. Bien évidemment, sur le travail du pharmacien qui contribue au bon usage. Et puis, nous avons introduit également la possibilité de faire des bilans de médication de façon officielle pour les 500 000 patients ou 600 000 patients qui sont en EHPAD, qui sont concernés. Ça permet aux pharmaciens d'avoir également la possibilité de dialoguer avec l'équipe soignante de l'EHPAD, avec les médecins traitants, pour améliorer la prise en charge des personnes très âgées qui sont en maison de retraite. Cet avenant, il a été évidemment très favorable à la profession parce qu'il a permis de récupérer et de valider de l'argent en plus de 100 millions d'euros, et il a permis d'élargir les interventions pharmaceutiques et les bilans de médication en EHPAD. Donc voilà, c'est un bon accord. Alors bien sûr, l'autre syndicat qui est toujours dans sa stratégie, et surtout on ne signe pas, et on le critique,
en espérant gagner les élections comme ça. Pas très constructif, hein, pas très malin, alors qu'il y avait un véritable danger de se voir piquer de façon arbitraire pratiquement 80 millions d'euros. Et alors là, ça aurait été un drame. Et puis en plus, c'était un affaiblissement de la vie conventionnelle par des arbitrages, comme le faisaient avant les pouvoirs publics. Hein. Les pouvoirs publics, ils voulaient prendre de l'argent, ils passaient par la convention, hop, ils prenaient un arrêté de marge et ils piquaient l'argent de suite. Et plus jamais ça. Voilà. Et l'ISPO a contribué à plus jamais ça. Juste une petite chose par rapport à l'économie. On se rend compte que l'avenant qu'on a signé, l'avenant numéro 11, c'était pas, ça aurait pu être pire parce que c'est un avenant qui nous a construit et qui a vraiment tiré l'économie vers le haut, premièrement. On n'en serait pas là aujourd'hui après la crise économique, et c'est salué par tous les experts comptables, si on n'avait pas signé cet avenant. Cet avenant nous a protégés durant la crise sanitaire qui vient de passer. Et je pense qu'aujourd'hui, devant l'état économique de l'assurance maladie et de la France, on aurait bien du mal à signer une convention comme on l'a signé avec un numéro 11 en 2017. Voilà, l'USPO, ce n'est pas la politique du moins pire, c'est la politique du progrès. J'ai une personne qui me dit qu'elle remercie l'USPO car elle a gagné 19 cas en 3 ans. Pensez à nous au moment des élections, parce qu'on fera mieux encore les 5 prochaines années. Faites-nous confiance. Peut-être une dernière question. La DAD va-t-elle évoluer en tarif? Le tarif de la DAD va-t-il évoluer, je pense? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le fameux 10 centimes n'est que de la traçabilité. Alors, bon, c'est 10 centimes, hein, mais ce n'est que de la traçabilité. Ça permet d'ouvrir le compteur de combien de DAD vous avez fait dans votre pharmacie. Au mois de juillet, on va regarder les différentes classes thérapeutiques qui sont concernées par la différenciation adaptée et on va regarder si les volumes ont baissé. Et en fonction de la baisse de volume en chiffre d'affaires, eh bien, il y aura 55% qui seront gardés par l'assurance maladie et 45% qui seront reversés aux pharmaciens. On a fait un deal 45-55. Et donc, comment on va redistribuer cet argent aux pharmaciens? Eh bien, on va prendre cette somme, 20, 30 millions, 40 millions, je ne sais pas. Eh bien, on va diviser cette somme par le nombre de DAD qui auront été réalisés. Il y a aujourd'hui plus de 15 000 pharmacies qui ont mis cette procédure en application. Donc, on divise la valeur, on fixe la valeur du DAD avec le nombre de DAD total qui divise les économies réalisées. Et chaque pharmacien recevra, par rapport au nombre de DAD qu'il a réalisé, eh bien une somme qui viendra compléter les 10 centimes qu'il a embauchés jusqu'à maintenant. Voilà le calcul simple, c'est-à-dire que on partage les économies avec l'assurance maladie 45-55, voilà, on renforce le bon usage, on récompense les pharmaciens qui font ce boulot, et derrière, c'est individualisé en fonction du nombre de DAD que vous avez réalisé. Voilà, c'est simple et c'est efficace. Franchement, c'est la première fois qu'on introduit cette notion d'intervention pharmaceutique dans la convention. Et vous aurez un débat cette semaine, je crois que c'est vendredi dans le micro-congrès, et vous verrez derrière ce qu'il y a derrière le mot intervention pharmaceutique qu'on va chercher à développer, bien évidemment, avec la convention. Et on en a parlé avec Thomas Fathomme, le dernier débat qui a été également dans le micro-congrès, vous avez vu, vendredi. Donc ça fait partie du programme de l'USPO, des interventions pharmaceutiques. On pense que c'est un axe de développement important, rendre visible votre intervention quand elle est complexe, quand elle permet de sécuriser, quand vous passez du temps à vérifier avec des médecins telle prescription, tel changement de dosage, tel médicament qui n'est plus prescrit, tel médicament qui est encore prescrit. Voilà, vous faites un boulot qui est invisible aujourd'hui et il faut le rendre visible.